Bienvenue au brunch virtuel de financement et à l'AGA du groupe Spiral. Mon nom est Rebecca et c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui, même de façon virtuelle. D'ailleurs, nous tenons à vous remercier d'être présents pour cette première édition virtuelle des événements du groupe Spiral. On sait à quel point l'année 2020 a été particulière et nous sommes très heureux de pouvoir tenir un tel événement malgré les circonstances. Cette réunion sera enregistrée et pour assurer une qualité optimale de l'audio, nous vous demandons de bien vouloir vous assurer que votre micro demeure fermé durant les présentations. Par contre, nous vous invitons à garder votre caméra ouverte. Nous vous invitons aussi à vous... Qui va être obligé de partir, ce qui peut amener des changements au plan international, mais comme Santiago dit souvent, par contre, il n'est pas sûr que la prochaine présidence soit ouverte aux pays comme le Nicaragua, le Venezuela, etc. Donc, ça risque d'être toujours un enjeu majeur de soutenir effectivement ce qui peut se passer au Nicaragua venant du Québec. Puis voilà. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il y a des gens qui ont participé au financement de l'année dernière. Je dirais en premier, disons, le groupe des Pères missionnaires, dirigé par Marc-André Gingras, qui sont beaucoup intervenus au niveau d'amélioration dont on va parler tantôt, de l'hôtellerie, etc., etc. Il y a eu des gens aussi comme de Victoriaville, la Fondation François Bourgeois, qui sont intervenus auprès lorsqu'on a fait une demande au niveau de la radio. Alors, tous ces gens-là qui ont donné comme ça pour que le centre puisse développer et puisse toujours conserver le lien avec les jeunes, particulièrement là-bas, ben, on les remercie infiniment. C'est sûr que vous allez voir qu'il y a des bonnes nouvelles, puis je pense que Santiago va pouvoir en parler. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des besoins, bien sûr, puis il y a des nouveaux défis. Donc, c'est là-dessus que nous allons porter notre attention lors de ce brunch, là, le bénéfice dans une certaine mesure. Et voilà. Alors, encore une fois, bienvenue. Je repasse le micro à Anne-Rebecca. Au revoir. À plus tard, c'est-à-dire. Merci, M. Nollet, pour votre continuelle implication au sein du groupe d'entraide. Il est maintenant temps de vous présenter notre prochain intervenant, M. Roch Tourigny. Roch a fait sa maîtrise en théologie en 1987. Depuis toujours, il est très présent dans les écoles secondaires, mais en 2001, il a fondé le groupe Solidarité Jeunesse dans lequel il s'est aussi grandement impliqué. D'ailleurs, Roch est vu comme étant le pilier et le visionnaire de son organisme. Il a vu plusieurs générations de jeunes évoluer auxquels il a transmis sa passion pour l'entraide et la solidarité. Il a su créer des liens forts entre les différentes communautés avec lesquelles l'organisme contribue. Petit fait cocasse, à propos de Roch, il est un joueur étoile de badminton et a pour objectif de toujours rester fidèle à lui-même. Avant de lui laisser la parole, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans la boîte de chat. Le bouton pour y accéder se trouve au bas de votre écran. Vous pouvez aussi interagir en appuyant sur le bouton réaction pour, entre autres, applaudir, faire des thumbs up durant la conférence sans problème. Nous répondrons à vos questions à la fin de la conférence de Roch. Roch, la parole est maintenant à vous. Je vous invite à enlever votre muet. Merci, Rebecca. Bonjour tout le monde. C'est-tu correct, Rebecca? Oui. OK. Ben, bonjour tout le monde. Là, c'est pas moi qui apparaît, Rebecca, dans les... OK, là, c'est bon. Maintenant, oui. Je suis très content d'être avec vous ce matin. L'équipe de Spiral m'a demandé de parler un peu de ce que les stages au Nicaragua nous apportent, nous autres, comme organisation. C'est un peu de ça que je vais vous parler en vous présentant un PowerPoint que je vais vous montrer. Bon, OK. Le groupe, là, Solidarité Jeunesse, ça regroupe environ 300 élèves. Je vous dirais qu'on est une équipe de 3 adultes à temps régulier avec eux autres et il y a beaucoup de professeurs qui s'impliquent avec nous. Nos objectifs, c'est de développer l'estime de soi chez l'élève, de faire l'apprentissage de la vie de groupe, de leur permettre de s'impliquer dans la communauté. De quelle façon qu'on s'y prend, c'est que soit en secondaire 1 ou en secondaire 3, on rencontre les jeunes et on leur propose un stage, soit en Haïti ou au Nicaragua, parce qu'il y a 2 pays, nous autres, qu'on côtoie.
C'est certain que c'est quelque chose qui attire beaucoup les jeunes et à travers ça, il y a une formation que les jeunes reçoivent. Une des premières étapes, c'est qu'à toutes les années, on part avec eux autres à des endroits là, pour faire des camps de 24 heures, de 48 heures, qui leur permettent de se découvrir, de développer un peu leur estime de soi, puis de créer des liens, parce que pour nous autres, la vie de groupe est très importante. À travers les années, depuis 1994 qu'on fait des stages au Nicaragua, à travers les années, on a trouvé des méthodes de financement qui diffèrent un peu de vendre du chocolat ou de faire des lavotos. Fait qu'on s'est mis à s'organiser, à faire des collaborations avec la ville de Victoriaville. On a organisé à partir de 1996 une collecte de RDD, dans le sens qu'on voulait faire en sorte que les produits dangereux domestiques, des résidus dangereux domestiques, je veux dire, là, au lieu d'aller dans les sites d'enfouissement, se retrouvent à des endroits où c'est que c'est traité. Fait que cette activité-là, c'est à travers la ville, les jeunes se promènent, les habitants sont invités, la population, à mettre leur RDD sur le bord du chemin, puis on ramasse ça. Nous autres, ça nous permettait de nous ramasser environ 7 500 $ pour cette activité-là. En même temps que c'est pour financer des stages des jeunes, mais en même temps, on est très utile au niveau de l'environnement. On a mis sur pied aussi, les jeunes on les sensibilise à la pauvreté qui existe aussi dans notre région. On a appelé ça la journée Raymond Roy. Raymond Roy, je vous dirais, c'est un peu le portrait de Santiago. C'est un prêtre ouvrier qui a beaucoup développé des organismes communautaires dans notre région. Et nous autres, on a développé ce qu'on appelle un projet boîte à lunch. On nourrit des enfants de milieux défavorisés dans les écoles. Fait qu'on a créé cette journée-là en son honneur et on fait des activités, je vais vous parler plus tard. Bon, ça va. On invite la population à venir sur la montagne à Victoriaville et on fait des activités, on charge 5 $. Ce 5 $-là va nous permettre de financer des activités qu'on va faire avec les jeunes qui reçoivent des boîtes à lunch. Et on organise aussi dans l'école une mégaville, j'ai à peu près 100 jeunes qui viennent animer. Les enfants arrivent des services de garde, sont 500 à peu près, ils arrivent, puis on leur crée une ville, on appelle ça une ville solidaire. Les enfants doivent faire des activités solidaires, ça leur donne un montant d'argent qu'ils vont dépenser à différents endroits dans la ville. Ça peut être une discothèque, ils vont s'acheter des choses. Bon, c'est quelque chose de très dynamique cette journée-là et très apprécié des enfants. Et aussi, on organise à toutes les Noëls une fête pour les enfants de familles à faible revenu. Les jeunes organisent un déjeuner gratuit et on fait de l'animation dans l'avant-midi. C'est quelque chose de très dynamique et très attendu pour les enfants. On est en lien aussi avec le restaurant populaire que l'abbé Raymond Roy avait mis sur pied. C'est un endroit où c'est que les gens défavorisés qui n'ont pas les moyens d'avoir des repas régulièrement vont dîner sur l'heure du midi. Les jeunes, ils vont, ils font de l'animation, ils prennent un contact avec ces gens-là. Puis c'est certain qu'on participe régulièrement à des collectes de denrées alimentaires. Le projet Boîte à lunch, ça a été mis sur pied. On allait, je me souviens d'être revenu une année du Nicaragua et on s'est aperçu que des jeunes qui étaient dans nos groupes n'avaient pas accès à des repas. Fait qu'on s'est organisé avec la travailleuse sociale pour aller ramasser des fonds pour faire en sorte que nos jeunes soient capables de manger. Vous savez, d'apprendre le ventre vide, c'est pas évident. Fait qu'on a commencé ça, puis cette année, c'est tout le territoire de la commission scolaire des Bois-Francs qui est couvert. Chaque enfant qui le désire, que les familles le désirent, reçoivent des repas sur l'heure du midi. C'est Solidarité Jeunesse et le restaurant populaire qui est en arrière de tout ça. Et on fait participer nos jeunes régulièrement au projet Boîte à lunch. Des fois, ils vont cuisiner. Souvent, c'est plus d'organiser des activités avec les enfants, des sorties qu'ils font lors des journées pédagogiques. Et après, je veux dire, on allait en Haïti, au Nicaragua, puis on s'est rendu compte qu'il y avait des communautés par chez nous qu'on ne connaissait pas. Depuis 20 ans, on va chez les Cris à Waskaganish. C'est une communauté qui nous a adoptés là-bas. On est attendu à toutes les années. À Pessamit, on y va régulièrement. On est allé à Manawan. Fait qu'on essaie de créer des liens avec des gens d'ici. Ces échanges culturels-là sont très importants et ouvrent un petit peu les jeunes sur ce qui se passe dans le monde.
C'est à Waskaganish, quand on y va, ben, c'est en plein hiver. Des fois, il fait moins 50. On va dormir dans le bois, dans un tipi. Les gens nous apprennent un peu leur culture. C'est la même chose à Pessamit, mais c'est plus au printemps qu'on y va. Et pour financer nos stages aussi, là, on fait de l'emballage au Super C 2 ou 3 fois par année. Et aussi, on a une contribution. La ville de Victoriaville, on ensage du compost qu'on remet gratuitement à la population. Ça, c'est une activité qui nous rapporte 12 000 Fait que, grosso modo, on va chercher environ 30 000 à toutes les années pour être capable d'amener des jeunes en Haïti et au Nicaragua. On a des campagnes de financement qu'on fait aussi. Ça, on a eu beaucoup à s'adapter la dernière année. On a créé à Victoriaville la journée Normand Maurice. C'est suite à une discussion que j'avais eue avec Yesenia qui nous demandait une plus grande collaboration financière au niveau du centre. On a créé une activité. C'est 26 municipalités qui participent, qui nous rapportent de l'argent dans le sens, c'est une journée où c'est qu'on fait de la sensibilisation au niveau de l'environnement auprès de toute la population. Puis on organise aussi un tournoi écogénie auprès des enfants dans les écoles primaires. C'est des jeunes du secondaire qui animent cette activité-là. Et l'activité, je vous dirais, qui est principale dans Solidarité Jeunesse, c'est la vente de pain. Cette année, c'était la 38e année qu'on organisait la vente de pain. On recueille environ 36 000 de profit. C'est environ 1 000 bénévoles qui reviennent à toutes les années organiser ça. La vente de pain, depuis qu'on fait des stages, je vous dirais que la plupart des gens qui y participent, c'est souvent des jeunes qui ont fait des stages. Les plus vieux doivent avoir 48 ans présentement, là. Je veux dire, ils participent, ils reviennent à toutes les années. Puis il y a la moitié des profits qui s'en vont en Haïti, puis l'autre moitié au Nicaragua. C'est ça. Le stage comme tel, ce n'est pas une fin en soi, c'est que les jeunes, comme vous voyez, ils participent à plein d'activités. Puis à la fin de leur parcours du secondaire, bien, on les invite à participer à l'expérience des stages qui est très, très importante à nos yeux. Je vous fais un bref compte-rendu de ce qu'on fait en Haïti. Là, ça ressemble un peu au Nicaragua. On fait des camps au niveau de l'estime de soi auprès des enfants. On fait de l'animation, spectacle de clowns. Au Nicaragua, comme vous pouvez voir, là, on est dans les montagnes, il faut être en forme pour aller là. Au Nicaragua, bien, je vais le passer vite, ces images-là. Je vais vous parler du dernier voyage qu'on a fait l'année passée. L'année passée, à cette date-ci environ, on était au Nicaragua. Au mois de novembre, ça a été notre dernier voyage qu'on a pu faire. Les jeunes ont beaucoup apprécié cette expérience-là. On arrive au centre, on est accueillis. Moi, je les trouve très professionnels, les gens du centre. C'est toujours apprécié, cette expérience-là. Autant les familles qui accueillent les jeunes, c'est une expérience très importante pour eux autres, le vécu qu'ils ont dans les familles. Et je peux vous dire que les familles font tout en leur pouvoir pour faire passer une belle expérience aux jeunes. C'est ça. On voit, là, les jeunes, on est en train de les distribuer là, à les familles. Si vous me voyez ma photo encore, là, ma fille vient de se joindre à moi. Elle a participé à ces expériences-là au moins 4 fois. On fait de l'animation dans les parcs auprès des enfants. Là, on voit, là, on est en train d'aller faire un petit marché. On s'en va voir les gens qui travaillent dans le dépotoir. C'est toujours une expérience marquante un peu pour les jeunes. Je vous dirais qu'il y a 3 étapes que je remarque quand on fait ces expériences-là avec les jeunes. La première étape dans un stage, c'est souvent le choc. Les jeunes sont choqués de voir la réalité du Nicaragua. Puis, je peux vous dire, quand on va voir un petit peu la réalité de ces gens-là, là, c'est fâchant, c'est choquant. Et la deuxième étape, je vous dirais, c'est souvent on se remet en question, les jeunes se remettent en question en disant, j'y participe-tu à ça? De quelle façon? Tu sais, que je suis un peu responsable de ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape est souvent accompagnée. Les gens là-bas nous font des conférences, nous sensibilisent sur la réalité. Là, vous voyez les jeunes, ils sont en train de participer au hamac. Souvent, la plupart des jeunes retournent avec un hamac. C'est souvent les familles qui les organisent, qui fabriquent les hamacs. Là, on voit les jeunes en train d'animer les enfants. C'est toujours des moments importants pour eux autres, le contact qu'ils ont personnel avec les enfants. On ne va pas là pour construire de quoi. Les gens, ce qu'ils sont capables de faire, c'est beaucoup de l'animation.
Bon, spectacle de clowns, dégustation de pain et de sirop d'érable. C'est là aussi qu'on voit, on se sensibilise un petit peu à ce qui se passe au niveau du centre de santé là-bas. On se plaint beaucoup au Québec de qu'est-ce qu'on vit. On rencontre un médecin qui nous raconte un peu c'est quoi là, la réalité. Ça, c'est la finca. Je passe vite parce que le temps, une visite à la prison, voir un peu la réalité. Puis je vous dirais que la troisième étape que les jeunes vivent, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aider les gens au Nicaragua? Et souvent, on revoit les jeunes d'année après année venir s'impliquer avec nous autres, ce que je trouve merveilleux. Le stage, quand je vous dis que ce n'est pas une fin en soi, c'est plus comme un lancement pour eux autres de dire, bien, il y a des choses à faire, on va s'impliquer. On est allé voir pas cabane à sucre, mais plantation de sucre. Fait que grosso modo, canne à sucre, excuse. Merci, Laurence. Bon, si je peux arrêter ça. Le partage? Bon. Fait que grosso modo, c'est un peu ça l'expérience qu'on vit, nous autres, à Victoriaville, avec les gens du Nicaragua. Une expérience très signifiante qui marque la vie des jeunes. Je suis content de voir aussi que nos jeunes continuent à s'impliquer pour des projets. On a fait une vente de pain qui était, l'année passée, on n'a pas pu la faire. Bien, cette année, à cause du COVID, on l'a fait à l'Action de grâce. On a ramassé 21 000 $. Il y a une partie d'argent qui va partir lundi là, pour le Nicaragua. Voilà. Merci, Roch, pour ce témoignage à la fois très instructif et inspirant. Aussi, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux participants de la conférence. Il est maintenant temps pour la période des questions. Je vous invite à les poser dans la boîte de chat de la conférence Zoom. Le bouton pour y avoir accès se trouve au bas de votre écran. Sachez que vous pouvez aussi interagir en appuyant sur le bouton réaction qui se trouve aussi au bas de votre écran. Donc, on a une première question pour vous, Roch. La complicité de la ville semble acquise et même plus. Comment cela s'est construit? Bien, c'est un climat de confiance qui s'est créé. Les jeunes sont très, très responsables dans le sens... Ton micro, il est allumé? Oui, il est allumé là. Quand les jeunes s'engagent, mais ils sont présents. Fait qu'à travers les années, au début, je me souviens la première fois, le maire nous riait de moi un petit peu en disant « Mais voyons, vous ne serez pas capable d'organiser une collecte, tout ça. » On l'a fait, puis à partir de là, bien, ça a créé des liens. Puis on avait à l'époque Normand Maurice qui travaillait en collaboration avec nous autres, qui nous a beaucoup aidés. C'est un personnage historique dans la région ici. Super, merci beaucoup. On a des beaux commentaires, on a merci, très inspirant, bravo dans la boîte de chat. Donc, je tiens à te partager les beaux commentaires qu'on a reçus. Il y a aussi quelqu'un qui nous dit « Je suis impressionnée du nombre de jeunes s'impliquant volontairement à ces activités. » Donc, c'est très intéressant. On a encore des remerciements. Donc, Roch, je vous remercie une fois de plus pour votre partage. S'il y a d'autres questions pour Roch, je vous invite à les taper dans la section de chat et nous pourrons les aborder un peu plus tard sans problème. Notre prochain témoignage sera celui d'Annie Jutras et de Nancy Dufour. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions et réagir durant toute la conférence. Par contre, nous répondrons aux questions à la fin de la présentation. Je vais prendre le temps de présenter chacune d'entre elles car elles ont un parcours très différent. Annie Jutras est intervenante en soins spirituels en CHSLD et maman de 4 enfants. Elle a eu le privilège de vivre à quelques reprises des projets de solidarité internationale en Haïti, au Paraguay, au Brésil, au Mexique et au Nicaragua. Ça en fait des estampes dans un passeport. Son premier voyage au Nicaragua fut en 1994 comme accompagnatrice d'un groupe de jeunes de Victoriaville. Par la suite, elle a formé et accompagné quelques groupes de jeunes au Nicaragua et en Haïti. Pour sa part, Nancy Dufour travaille dans le domaine de la santé. Il y a quelques années, Nancy et son conjoint sont partis en voyage de découverte au Pérou pour découvrir le pays, mais surtout pour se rapprocher des gens et pour en apprendre sur leur culture et sur leur réalité qui est bien différente de la nôtre. L'année suivante, Nancy s'est fait offrir la possibilité de participer à un voyage au Nicaragua avec un groupe d'adultes dont Annie Jutras faisait aussi partie. Ces échanges avec le groupe, mais surtout avec le pays et avec les Nicaraguayens, lui ont permis d'ouvrir sa conscience sociale. Elle espère de tout cœur pouvoir se déplacer et participer au partage d'expériences et à l'organisation de voyages de ce genre dans le futur.
Fait cocasse sur chacune d'entre elles, Annie est une personne plutôt dans la lune et Nancy, pas très bonne au jeu de balle. En effet, il y a quelques années, elle a tenté de jouer à la balle molle et est rentrée au travail le lendemain avec des points de suture et un œil au beurre noir. Annie, si vous le permettez, je commencerai en vous posant une question plutôt personnelle. Vous travaillez, vous faites du bénévolat et vous avez 4 enfants. Dormez-vous de temps en temps? Oui, ça m'arrive de dormir régulièrement même. Alors, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce matin. Donc, avant d'être intervenante en soins spirituels, j'ai été agente de pastorale pour les paroisses de Victoriaville. Donc, en collaboration avec les groupes de rock, rock nous avait approché la paroisse pour faire en sorte que si ce ne serait pas possible de partir aussi des groupes d'adultes pour aller au Nicaragua. Puis comme j'y avais déjà été, j'avais comme déjà eu une expérience aussi à ce niveau-là. Donc, on a décidé là, de partir un groupe d'adultes en lien avec un comité qui s'appelait Présence au monde. Donc ben, c'est ça, là, juste pour vous situer un petit peu. Donc, on a lancé l'invitation à la population, aux gens adultes, pour ceux et celles qui aimeraient vivre une expérience de solidarité internationale. Et quand on a lancé l'invitation, il y a eu quand même beaucoup de monde qui se sont manifestés, mais pas uniquement des gens de Victoriaville. Donc, on a eu des gens aussi de la région de Montréal qui ont fait partie du groupe. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer un peu de quoi avait l'air le groupe, en espérant que tout va fonctionner. Okay. Voilà. Voilà. Alors, nous étions 14 en tout. Sur les 14, il y avait 4 accompagnateurs. Il y avait une personne des services diocésains. Ensuite, il y avait Nancy et son conjoint et moi qui étaient un peu à la tête de l'organisation du groupe. On s'est préparé 6 mois. On a eu 6 mois de préparation. Une fois par mois, on se rencontrait toute une journée en entier. Alors, on a commencé à se connaître, on a fait des activités de groupe, on a fait un peu aussi des activités de solidarité internationale, de conscientisation de solidarité internationale aussi. Il y en avait quelques-uns dans le groupe qui avaient déjà vécu des expériences de solidarité internationale. Il y en avait que c'était leur première fois aussi. Comme vous pouvez remarquer, il y en avait de tous les âges. Donc, il y en avait qui étaient à la retraite, il y en avait qui étaient encore à l'emploi. Alors, c'était comme un peu varié. C'était une belle richesse. C'était un groupe avec vraiment une belle richesse. Donc, l'objectif de ce comité-là, c'était de faire suite un peu de collaborer avec le groupe de jeunes de rock dans notre région à Victoriaville. Et puis, c'était de donner suite, là, puis de s'impliquer dans toute l'implication qu'il y avait déjà dans Victoriaville. Puis, ben, c'est ça. Donc, nous, on est allés en janvier 2020. Donc, pas longtemps après, il y a eu la pandémie, le 13 mars, où le confinement a commencé. Le 13 mars, bon, ben, nous, on était supposés de faire la présentation au public de notre voyage, de faire un compte-rendu de notre projet. Puis, on n'a pas pu le faire à cause de la pandémie. Donc, ça a mis un peu le projet sur la glace. Puis, on n'a pas encore donné totalement suite au projet là, à cause de la situation. Mais l'objectif reste encore le même. Là, il faut se repencher sur comment on redonne suite, là, indépendamment de la pandémie là, qui est présentement. Voilà. Nancy, je crois que c'est à toi.
Oui, c'est à moi. Bonjour, moi c'est Nancy. Juste pour donner suite, là, toute cette préparation de voyage-là, c'est le avant et le après aussi qui est tout aussi important, là. Dans toute l'implication du départ, les rencontres qu'Annie vous a parlé avec le groupe, ça a été hyper enrichissant, c'est gratifiant, puis ça l'augmente beaucoup, beaucoup. En tout cas, ce qu'on a remarqué, là, la grandeur du cœur, même si on est déjà très impliqué, ça augmente beaucoup notre conscience par rapport à tout ça. Fait que quand on est arrivé là-bas avec le groupe, comme Annie disait, on avait déjà un groupe qui était très uni, très enrichi, mais le fait d'arriver là-bas accueillis par le centre, Roch, il l'a dit tantôt, sont très professionnels, sont arrivés nous chercher, on est arrivé tard, il était presque minuit, il était 4 de mémoire dans l'autobus, très affectueux, très souriant, bel accueil. Ils nous ont apporté au centre où là, on a constaté, wow, vous voyez la photo, là, on ne s'attendait pas d'arriver dans un centre aussi luxueux. Sans blague, là, on pensait arriver plus dans un endroit moins de richesse, malgré que ce n'est pas de la richesse comme au Québec, là, mais on était très bien accueillis aussi. Les premières journées, le lendemain matin, on n'a pas beaucoup dormi, mais on a eu le droit des douches. On s'est couché, on était très excités, je pense, d'arriver. Et le premier matin, on a eu une belle accueil avec les jeunes qui nous ont fait les danses, qui nous ont fait découvrir la culture tout de suite en commençant pour avoir une belle intégration. Donc, vraiment, là, tout est mis en place quand on arrive pour déjà se sentir à l'aise et bien comprendre la dynamique et la culture du pays. Je pense que j'ai pas mal tout dit. Vous voyez déjà les danseurs là, qui nous ont accueillis, une belle photo, là, les beaux costumes qui sont fabriqués sur place. C'est une belle accueil qu'on a reçu. Et il y a le groupe aussi, on est posé, là, mais avec les travailleurs du centre qui sont très généreux et très gentils. Il faut dire que ceux qui travaillent au centre, on devient comme une seule famille. Ils font partie du groupe tellement qu'ils sont présents et qui ont cette délicatesse-là de faire en sorte qu'on puisse passer une belle période, un beau stage avec eux. Alors, ouais, puis on crée des liens, on garde des liens par après avec la force de l'Internet aujourd'hui, puis on est capable encore d'avoir des communications. Fait que c'est vraiment génial. Alors, ce qu'on a fait, entre guillemets, parce qu'on va pas là pour faire, hein, on s'entend bien qu'en 2 semaines, on est là en solidarité, on est là juste acte de présence, on est là pour faire connaissance, on est là pour partager ensemble, on est là, mais pas pour faire, parce que je pense que ça serait utopique de dire ça. Mais on a réalisé en fait 3 camps avec des camps d'estime de soi comme Roch fait avec les jeunes. Mais là, il était un peu différent probablement parce que le groupe avec lequel on était, c'était pas des groupes de jeunes, mais c'était des groupes de personnes de certain âge. Alors, on courait moins, mettons, on jouait moins au soccer et tout ça, mais ça a été quand même très instructif. Et puis, on avait un atelier sur toute ma vision du monde, comment je conçois, comment je vois le monde. Fait que les jeunes travaillaient ça. Il y avait un atelier où c'était plus récréatif, serpent à échelle. Il y avait un atelier de création. Ensuite, il y avait un atelier un petit peu plus sportif où on jouait au ballon. Alors, ça a été les 3 camps. Ça a été 3 avant-midi, puis les jeunes, à la fin, ben, ils dînaient avec nous. On les gardait avec nous pour dîner, et qu'on partageait ensemble le repas, puis par la suite, les jeunes retournaient à la maison. Nancy, tu veux-tu rajouter quelque chose? Non, je dirais juste qu'on n'a surtout pas joué à la balle. On a joué au soccer. On n'était pas capable de courir autant que les jeunes à Roch, là. Non, c'est sûr. Alors, vous voyez là toute l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans les périodes de camp. C'était vraiment agréable. Les jeunes étaient très, très contents. Moi, ma question, j'étais un petit peu perplexe parce que je me disais comment un groupe de jeunes va s'intéresser à un groupe de plus personnes âgées. Là. Bon, pas des personnes âgées, là, mais finalement, ça a super bien cliqué, puis ça a super bien été, puis les jeunes nous approchaient, étaient très affectueux, puis
C'était vraiment agréable. C'était des beaux moments. Oui, ils sont très joyeux, hein? Ils sont très... s'impliquent vraiment beaucoup dans le relationnel. Fait que c'est pas difficile de créer des liens. Fait qu'on est rendu aux familles, qui est quand même une étape primordiale dans le voyage. C'est de se rendre pour dormir et pour vivre dans les familles, pour vraiment comprendre c'est quoi la vie là-bas. Je dis primordial parce qu'au départ, nous, il y avait beaucoup de gens qui étaient craintifs, qui n'étaient pas certains de vouloir vivre l'expérience, mais qui se sont dit, bon, lorsque les autres ont vu que tout le monde embarquait, bon, excusez, j'ai un appel pendant que je parle. Ils se sont dit, bon, OK, si eux sont capables de le faire, on va le faire nous aussi. Fait que finalement, tout le monde est allé dans les familles, sont partis. Les familles viennent les chercher au centre, sont partis, on est allé les reconduire en marchant. Là, vous voyez, là, il y a certaines photos où on est déjà rendu dans les familles. Ils ont dormi 2 nuits seulement, contrairement aux jeunes où ils vont dormir pendant 2 semaines. Nous, c'était 2 nuits. Je pense que 2 nuits, c'était quand même suffisant pour des adultes dans les familles. C'est certain que le confort rendu à un certain âge, ce n'est pas la même chose qu'à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Par contre, certains qui sont revenus auraient préféré rester plus que 2 nuits. Une fois l'expérience vécue et qui ont vu tout ce que ça pouvait apporter, ils ont vraiment apprécié et ils nous ont dit qu'ils auraient aimé rester plus que 2 nuits. C'est aussi cette expérience-là qui va permettre aux familles de recevoir qu'est-ce que nous, on peut leur partager aussi par rapport au centre. C'est le centre qui fait la gestion, là, mais c'est quand même ce qui va beaucoup les aider au niveau financier. Nous, moi, Annie et Stéphane, étant organisateurs, on n'a pas pu aller dans les familles parce qu'on devait rester au centre. Donc, on n'a pas vécu l'expérience, mais on a vécu une autre expérience parce que pendant que notre groupe était dans les familles, nous, on est demeuré au centre et on a cuisiné. On a cuisiné un repas typique avec les cuisinières et c'était très agréable et très bon, finalement, notre repas. Annie, voulais-tu ajouter quelque chose, toi? Ben non, mais tu l'as dit, hein, l'expérience dans les familles, c'est vraiment ce qui a ouvert énormément sur la culture, entre autres, puis sur la compréhension sur la compréhension de la situation. Fait que c'est central dans une expérience comme ça de solidarité. Donc, nous sommes allés à la ferme du centre, parce que le centre possède une ferme à la campagne très éloignée. Nous avons fait ça à la marche. Dans notre stage, c'était super important pour nous autres de ne pas prendre tant que ça l'autobus, parce que la marche fait en sorte aussi que ça nous permet d'intégrer ce qui se passe, ça nous permet de jaser, ça nous permet de rentrer en relation. Tandis qu'on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'on prenait l'autobus, on s'enfermait dans notre espèce de richesse, là, si vous voulez. Fait que marcher, ça nous permettait de rester en contact avec cette réalité-là qui était devant nous autres. Donc, on est allé à la marche à la ferme. Encore là, on a participé à la permaculture qu'on appelle, excusez, là, je ne suis pas jardinière, là, mais bref, on a fait quelques carreaux de jardin avec eux, ils nous ont montré comment faire, on a travaillé très fort. Par la suite, ben, on avait apporté un repas, on a partagé le repas avec la famille qui nous a accueillis là-bas à la ferme. Alors, ça a été une très, très belle expérience, épuisante par contre. On avait comme mal un petit peu évalué le retour, là, avec les personnes d'un certain âge, je les ai trouvées excessivement très bonnes parce que ça fallait être en forme là, quand même pour revenir après une journée de travail. Là. Le soir, c'était pas long que tout le monde était couché puis on les entendait ronfler. Alors, vous voyez, on a travaillé un peu fort. On a fait une clôture ici. C'est beaucoup du travail à la main. Hein? Alors ça, c'est le repas qu'on a partagé ensemble. Qu'on avait cuisiné hein, au centre nous-mêmes. Vas-y, Nancy. Oui, Annie l'a dit tantôt, on a pris l'autobus, mais on voulait aussi beaucoup marcher et on voulait prendre un peu les transports publics pour vraiment s'imprégner de la réalité là-bas.
là, on se voit, transport public, on est dans une boîte de camion. Je pense que moi, depuis que j'étais toute jeune, je n'avais pas eu le droit de faire ça. Fait qu'on s'en est donné à cœur joie. C'était une belle après-midi de sortie. On est allé souvent au marché aussi. Annie a dans les bras une dame au marché là, avec qui elle a eu un contact visuel et toutes les deux comme ça a été, on s'embrasse, mais c'est beaucoup cette réalité-là. Les gens sont affectueux. C'est vraiment de belles expériences. Il n'y avait pas la COVID. Non, il n'y avait pas la COVID. Ça s'en venait, mais n'était pas là encore. Fait que c'était important pour nous vraiment de vivre et de comprendre là, les transports en commun et tout ça, la réalité qui n'est pas la même que la nôtre. Ça nous a permis de mieux intégrer aussi notre stage et toute cette réalité-là qui est vécue, qui est vraiment différente de la nôtre, comme je vous l'ai dit. Là. Beaucoup de joie, on voit les sourires, là, on aurait tendance à penser que ça peut être difficile, mais c'est aucunement difficile. C'est vraiment des moments très agréables. On a visité l'école, on a fait quand même pas beaucoup de tourisme, mais c'est important d'intégrer des visites de réalité, l'école, l'hôpital, pour voir c'est quoi, mais aussi de partager tout ce vécu-là, puis de se permettre aussi de sortir un peu je dirais pas de la lourdeur, là, parce que ça peut être difficile pour certaines personnes, mais de faire des sorties un peu plus touristiques, là, surtout pour des adultes, je pense que c'est très agréable d'intégrer tout ça dans notre 14 jours de visite. Puis le fait aussi d'avoir le centre, quand on revenait de nos journées, ça nous permettait aussi de décanter un peu. Alors ça, c'est une autre réalité à laquelle on a été confrontés. Là, on a été visiter le dépotoir sur lequel il y a des gens qui y vivent, qui y travaillent et tout ça. On a eu une grande discussion le soir après avoir vécu cette journée-là. Alors, ça a été un moment assez frappant, assez marquant aussi, central dans notre expérience. Alors, comme Nancy disait, hein, on avait aussi des temps plus légers qui nous permettaient un peu de se détendre. Alors, on a visité, on en a profité aussi pour aller visiter les belles choses aussi qu'il y a au Nicaragua, parce qu'ils ont des paysages magnifiques aussi. Oui, et ça, c'est le toit du centre où nous, on s'est approprié beaucoup là, le soir, à la fin de nos journées, avant le repas, on se réunissait en groupe sur le toit pour partager beaucoup. On faisait un retour aussi après le souper, là, mais avant le souper, de décanter de notre journée, de prendre un moment de repos et de partager ensemble parce que c'est quand même émotionnellement beaucoup de choses, beaucoup de prise de conscience aussi, puis beaucoup pas de heurts qui peuvent venir nous chercher, mais quand même, là, même si on voit beaucoup, on partage beaucoup quand on est au Québec, le fait d'être dans la vraie réalité, c'est différent, c'est important de partager en groupe. Ce qui est vécu par une personne va venir nous aider vraiment nous-mêmes à comprendre et à traverser les choses qui nous touchent. Fait que c'était vraiment des beaux moments de partage. On regarde les photos, ça fait pas tant longtemps, ça fait pas un an. Là. Moi, je suis très émotive parce que j'aurais le goût de repartir même demain matin si on pouvait. Puis en plus, tu sais, c'est à peu près la première fois qu'on fait la présentation. Fait que moi, ce matin, j'étais un peu aussi fébrile de vous présenter ça parce qu'on ne l'a pas présenté à personne encore. Alors, vous êtes les premiers, les premières à qui on présente quelques photos de notre projet, de notre expérience au Nicaragua. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Et puis, c'est sûr que nous, ce qu'on aimerait, ce qu'on souhaiterait, c'est de donner une suite à tout ça, dépendamment de comment ça va se passer au niveau de la pandémie. Là, on aimerait ça se réunir, tout le groupe ensemble, et finalement, de pouvoir faire cette présentation-là. Parce qu'on s'attendait, le 13 mars, on attendait au moins 300 personnes pour la présentation. Fait que ça a été remis à quand, on ne sait pas trop encore. Alors, je vous remercie de votre écoute. Merci à vous deux. C'est beau de voir deux femmes passionnées comme vous. Et comme vous l'avez dit, les sourires des jeunes sur les photos, ça nous apporte beaucoup de soleil et d'énergie en ce samedi matin de novembre. On va maintenant prendre quelques questions. Donc, on a eu quand même beaucoup d'interactions dans la boîte de chat, des remerciements, des beaux mots. Mais aussi, on a eu des bonnes questions. Donc, je vais poser la première qui est de la part de Raymond. Comment traverser la barrière de la langue? Je ne sais pas qui
préférerais répondre à cette question entre Annie et Nancy? Ben, Il y a Lani. ben oui, puis tu pourras rajouter aussi, là. C'est sûr que c'est une difficulté, la langue. C'est sûr que c'est même, en fait, c'est une frustration parce que on aimerait tellement, oui, on peut partager avec les gestes, avec le regard, avec tout ça. Tu sais, il y a des choses qui se transmettent, mais quand on va aller plus en profondeur, la langue, c'est vraiment une barrière. Mais il reste qu'on réussit à vivre quand même des belles choses. Oui, moi je dirais que l'amour, c'est universel. Hein? L'amour et les câlins, c'est universel. On n'a pas besoin de parler. Définitivement. C'est vraiment des beaux témoignages que vous avez faits. Justement, il y a Pascal qui nous dit le départ doit être vraiment chargé d'émotions. On l'a vu un peu dans votre présentation. Comment vous vous êtes senti lorsque c'était le temps de quitter? Ah, c'était très difficile. Mm. C'est comme une famille, hein. C'est spécial parce qu'en 15 jours, ici, on développerait pas jamais ça, des liens comme ça aussi intenses, en l'espace de très peu de temps, tu sais. Fait que c'est comme si on vivait vraiment intensément en 15 jours, puis des liens se développent comme jamais, tu sais, se développent, puis s'ils deviennent une partie prenante de notre famille. Puis comme Nancy le disait, là, on est encore en contact avec certaines personnes là, aussi. Là. Oui, puis le départ est difficile, mais moi, pour ma part, le départ a été difficile, mais c'est le retour qui a été très difficile. Plusieurs semaines après mon retour, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Puis je ne veux pas décourager les gens, je referai mon expérience demain matin, mais c'est difficile d'abandonner des gens avec qui on a créé des liens aussi forts en si peu de temps, puis de revenir dans une réalité qui est très différente, puis que des fois vient nous heurter beaucoup. La conscience aussi de notre société qui n'est pas tout à fait la même. Fait que oui, j'ai eu un gros travail sur moi-même pour me remettre à la vie et ne pas oublier non plus qu'est-ce qu'on a vécu là-bas. Ah, définitivement, je doute pas de la quantité d'émotions que vous devez avoir vécues. C'est beau de voir vraiment là, la passion et tout ce que vous nous avez partagé ce matin. Ça fait du bien d'entendre ça. On a aussi une personne, en fait, Robert a posé la question des adultes qui offrent des ateliers. C'est une idée géniale, mais cela a dû demander énormément de préparation. Comment vous avez trouvé ça, la préparation? Ben, en fait, ça s'est fait durant les moments qu'on se rencontrait les samedis, là. Alors, on avait des temps spécifiques où on se mettait en équipe, puis qu'on préparait un peu, qu'on bâtissait un peu ce qu'on souhaitait, ce qu'on désirait. Puis de penser aussi au matériel qu'on avait besoin pendant pour avoir tout le nécessaire pour les ateliers. Il fallait apporter ça aussi, là. Fait que non, ça s'est fait tout dans la préparation, là, aussi, là. Nancy, voulais-tu ajouter quelque chose? Bien, je dirais juste que c'est pas compliqué, hein. Ils sont tellement joyeux et heureux de nous voir qu'on n'aurait pas besoin d'amener beaucoup de choses. Un ballon, puis notre joueur, et je pense que ça ferait quand même le travail. Un ballon, je pense qu'il faut laisser les enfants toucher au ballon, hein, c'est ça. Mais super, merci encore pour vos beaux partages. Je vous invite, Annie et Nancy, à aller regarder les remerciements des gens dans la boîte de chat. C'est vraiment beau de voir ça. D'ailleurs, je vous invite tous, pour les gens qui viennent d'entrer, bienvenue à la conférence d'aujourd'hui. On vous invite durant les conférences à aller poser vos questions dans la boîte de chat. Le bouton se trouve au bas de votre écran. Vous pouvez même réagir en faisant des thumbs up, en touchant au petit bouton appelé réaction aussi au bas de votre écran. Donc, ça fait le tour des questions pour le moment. Je vous remercie encore une fois de plus, Nancy et Annie. Ce fut très agréable d'en apprendre davantage sur votre beau voyage. Ça donne définitivement le goût d'y retourner. Dès que les barrières seront réouvertes, je suis certaine que plusieurs d'entre nous voudront y retourner. Les barrières sont ouvertes, mais on s'entend, je parle plus de barrières de santé ainsi que la quarantaine. Donc, il me fait maintenant plaisir de vous présenter notre prochain intervenant de la journée, Jacques Santiago Giroux. J'ai personnellement eu la chance de rencontrer Santiago lors de mon propre voyage au Nicaragua il y a quelques années.
Santiago est un homme dévoué et profondément aimé, qui a comme passion de s'occuper de tout le monde sans exception. Il prendra la parole sous peu et sera accompagné de Robert pour les perspectives futures du groupe Spiral et du Centro Romero. Santiago, je vous cède la parole à l'instant. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, messieurs. Oui, alors j'aimerais vous proposer ce que Madame Rowling, celle qui a écrit Harry Potter, dans une conférence à l'université de Harvard. Alors, elle proposait aux jeunes de développer l'imagination, mais pas nécessairement dans le sens qu'on peut voir de la magie, etc. Elle proposait de faire un voyage auprès des gens qui ont une autre vie que la nôtre. Elle a déjà travaillé à Amnesty International et elle a été en contact avec beaucoup de personnes et qui ont vécu des problèmes de vie et celle-là l'a marqué beaucoup. Alors, si on regarde le Nicaragua, On voit bien ton écran, Santiago. Par contre, on ne voit pas encore ta conférence. Oui, voilà. Merci. Bien, bien. Alors, de dire que oui, on pourrait parler d'un brunch virtuel qu'on pourrait le dénommer le guardabarranco. Le guardabarranco, c'est un oiseau très coloré, comme on peut voir, c'est l'oiseau national du Nicaragua. Alors, je pensais comment les gens du Nicaragua sont colorés. Vraiment, si on compare à d'autres pays, alors le Nicaragua a quelque chose de particulier. Les gens sont très, très colorés. Une autre chose très caractéristique, regardez la queue de l'oiseau. Alors, il y a comme deux bâtons. Alors, malheureusement, le peuple si coloré, c'est un peuple divisé, complètement divisé, profondément divisé. Alors actuellement, vous avez ici le tracé de l'ouragan ETA qui est passé il y a une semaine. Et puis, alors, vis-à-vis les difficultés, alors vous avez toujours deux façons de voir. Vous avez le côté sandiniste qui présente une façon de voir et vous avez l'opposition qui présente une autre façon de voir. Alors, juste pour donner quelques informations sur ce qui s'est passé la semaine passée avec l'ouragan. Voilà, c'est 30 000 évacués. Alors, l'ouragan est entré à 230 km/h à peu près. Alors, il est entré à l'est où vivent les Indiens, surtout les Miskitos. Alors, les évacuer dans ce coin-là, ça veut dire le transport par bateau, parce que les routes sont pas développées, alors les gens voyagent par les rivières. Alors ici, il va vous dire, l'ouragan était dans le nord et Nardaime est dans le sud, proche de Costa Rica. Alors ici,
l'ouragan a provoqué des pluies jusqu'à Costa Rica. Alors ici, c'est une maison de Nandaime qui a été inondée. Et là, on n'en voit pas beaucoup, mais il y a d'autres photos que je n'ai pas pu sortir, des gens qui ont de l'eau presque jusqu'au toit à Nandaime. C'est la rivière Ochomogo qui a débordé. Ici, c'est une photo de gens qui passent la nuit. Alors, les évacués sont allés dans les écoles pour sauver leur peau parce que les maisons étaient trop faibles. Les toits ont été emportés, comme on a vu dans la première photo. Bien. Alors, c'est qu'il y en a qui me posaient des questions sur l'ouragan. Alors maintenant, je reviens à la situation du Nicaragua, la division. En 2018, alors l'opposition, vous voyez ici la manifestation, l'opposition a bloqué le pays pratiquement. Alors du côté gauche, vous voyez les drapeaux, les gens qui protestent, et les camions du côté gauche, du côté droit de l'écran, c'est les barricades. Alors, l'opposition a fait des barricades dans les principales routes du Nicaragua. Conséquence, alors, la grande crise économique. Là, on ne voit pas, je vois que les photos cachent les 2018. Alors, vous voyez, ça, c'est la performance, qu'on pourrait dire, économique. Alors, de 2016, 2017, 2018, alors qu'il était à peu près 4,6. Et ce qu'on ne voit pas maintenant sur l'écran, là, c'est 2018, après les barricades, c'était moins 4,7. Donc, une dépression économique terrible. Maintenant, je vous pose la question. Je lis les journaux au Québec et on parle du confinement. Le confinement, les restaurants fermés, les bars fermés, les gyms fermés. Alors, finalement, une grande partie de la population est en train de tomber en dépression. Alors, Mme Rawling nous propose quand elle parle de la force de l'imagination, essayons de nous imaginer, de vivre dans des situations comme les 3/4 des Nicaraguayens vivent. Alors, dans des maisons, quand on parle des barrios, alors on voit la photo, là, c'est à peu près ça. Est-ce que comment est-ce que moi je vivrais ce confinement-là? De quelle façon je pourrais vivre ça? C'est vrai que les gens du Nicaragua vivent aussi des dépressions. Mais quand je regarde, si on compare le confinement au Québec et le confinement au Nicaragua, alors nous avons le pouvoir de nous imaginer, de vivre comme les 3/4 du monde. Beaucoup de monde qui vivent dans des situations intolérables. Il y a eu aux États-Unis une enquête auprès de milliers, des centaines de milliers d'étudiants, mais énorme, là, depuis les années 75. Alors, et on a trouvé
que l'empathie des jeunes était diminuée de 40%. Il parlait du regard baissé. Alors, naturellement, il y a le cellulaire, puis il y a aussi le fait de regarder notre situation et de ne pas être capable de voir la situation des autres. Alors, il y a des gens qui sont dans un confinement perpétuel, je dirais un confinement de la naissance à la mort. Alors, la question, est-ce qu'on est capable d'avoir un regard sur le monde, un regard levé? Il y a un danger avec le confinement, c'est qu'on se regarde le nombril. On ne parle que de notre situation. Avoir le regard levé. Par exemple, cette dame, ses enfants, etc. C'est un confinement de la naissance à la mort. Cette dame qui travaille tous les jours, elle ne mettra jamais le pied dans un cinéma. Jamais, jamais, jamais. Ce monsieur qui vend du lait ne peut pas mettre les pieds dans un restaurant pour aller manger. Confinement. Ce monsieur qui aussi vend des légumes, etc., ne pourra jamais prendre de vacances. Ce monsieur qui est un agriculteur, même il ne peut pas prendre une journée de congé. Il vit au jour le jour. Celui-ci, c'est un travailleur qui ramasse les vidanges dans les rues, alors payé par la ville. C'est la même chose. C'est pas de congé, pas de vacances, jamais de restaurant, encore moins le cinéma. Ici, par hasard, je vois la photo de la chemise bleue Marvin Ruiz, qui a travaillé 15 ans au centre communautaire. Puis maintenant, avec la crise, bien, il était, alors, on est obligé de le mettre à la porte. Marvin Ruiz, dans les années 90, il était envoyé étudier en Russie. Alors, il a fait une licence, il est ingénieur en électricité. Alors, il est revenu dans les années 90, et là, c'est l'opposition qui était au gouvernement, et parce qu'il y avait un diplôme de la Russie, alors on ne lui a jamais donné de l'ouvrage. Il n'a pas été capable de se placer. Alors il est venu au centre, et maintenant, ben là, au centre, il n'y a pas assez d'argent pour toute l'équipe. Alors, vendre, je ne sais pas quoi, vendre quelques légumes, puis voir qu'est-ce qui va se passer, il va faire un peu d'argent pour manger. Bien, les gens vivent confinés. Voici une maison de campagne. Jamais, ces personnes ne peuvent même pas songer visiter un restaurant. Une dame, alors qui vient qui a reçu du riz en cadeau. Et bon, il n'y a pas de CHLLD. Alors la dame, elle vit de la charité. De la même chose, ces deux dames aussi. Alors encore moins penser aller se reposer quelque part. Bien, ici nous avons un quartier de Managua. Alors, est-ce que je peux m'imaginer vivre là? Si vous regardez en bas à droite
de l'image une dame qui lave la vaisselle. Alors, c'est son monde. Elle va laver la vaisselle là, puis le lave-vaisselle sert aussi de lave pour laver le linge. Alors, on voit là, ici le même meuble a servi pour laver le linge. Un petit groupe là, qui retourne à la campagne. Alors, avec les bœufs, on peut calculer de 3-4 km à l'heure. Ils s'en retournent dans la campagne. Ils sont venus vendre. Ici, vous avez des chevaux. Les chevaux, on peut calculer 5-6 km à l'heure. Et l'autobus, à peu près 40-50 km à l'heure pour aller à Grenada, par exemple. Et la Terre, si on essaie d'avoir une vision plus ample, la Terre tourne autour sur son axe à 1600 km. 1600 km/h. Et la Terre tourne autour du Soleil à 100 000 km/h. Et le Soleil, avec la Terre, tourne autour du centre de la Voie lactée à 850 000 km. Et notre galaxie, avec le Soleil, avec la Terre, navigue à près de 2,3 millions de kilomètres à l'heure. Voilà, pauvre comme riche, notre voyage. Et tout ça, comment ça se fait que ça se tient? Il y a 4 forces. La force gravitationnelle, la force électromagnétique, la force nucléaire forte et la nucléaire faible. Et les spécialistes disent qu'il y a une solidarité cosmologique, il y a comme un prendre soin cosmologique. Et tout ça, c'est essentiel, sinon ça tomberait dans le chaos. Alors, on n'est pas dans le chaos parce qu'il y a une solidarité. Et la Terre fait partie de ce voyage-là, et les riches et les pauvres. Et si on compare la Terre à un avion, bien, 1% de la population de la Terre est en classe, en grande classe. 4% de la population sont en classe économique. Et 95% des gens vivent dans la soute au bagage. Voyez ici Montélimar au Nicaragua. Il n'y a pas un Nicaraguayen qui peut aller passer une semaine là, moins la classe la plus riche. Et pourtant, les Québécois allaient là avec Air Transat les années passées, un voyage par semaine qui était là. Piscine, hôtel, tout faisait partie par exemple, la boisson était gratuite, était dans le tout compris. Et c'est très beau ici, San Juan del Sur, qui est un village de pêcheurs et qui aussi permet à certains Nicaraguayens d'aller à la plage parce que c'est moins cher. Maintenant, dans ce monde de confinement, la solidarité est comme la bicyclette. La solidarité a 2 roues, la roue de l'attitude et la roue de l'action. La solidarité attitude se réalise dans l'empathie, le dialogue, l'échange, les stages, la communication, tout ce qui est attitude.
et la solidarité action qui se réalise dans le travail pour la lutte sociale, puis la justice sociale et la justice écologique. Et le partage, comment est-ce que je vais partager, comment est-ce que je vais m'engager, la lutte pour l'éducation à la souveraineté. Alors c'est fini, le poing serré pour dominer, mais la main étendue pour prendre soin et pour embrasser et créer la culture, voilà, dans laquelle on est, créer la culture de la fraternité sans frontières pour les personnes et aussi sans frontières pour la nature. Alors, la fraternité avec la nature même aussi. Le prendre soin, soigner les blessures du passé et empêcher celles du futur. Alors, il nous faut alimenter la passion de prendre soin du monde. Voilà dans lequel, voilà notre pensée et comment est-ce qu'on travaille. Prendre soin le travail de la radio, par exemple, prendre soin, éduquer pour une souveraineté alimentaire. La radio communautaire travaille pour ça. La banque alimentaire pour les plus pauvres. Produire autrement. Consommer autrement. Voilà ici, on dit, avoir aussi l'imagination. Alors, tantôt on parlait s'imaginer de vivre comme les gens dans un confinement dans lequel ils sont, mais aussi forcer notre imagination à être responsable à qu'est-ce que je vais faire, dans quoi je vais m'engager. Alors voilà, par exemple, ce que nous avons fait, ici un projet intéressant, vous avez c'était financé par le Rotary Québec et la famille Savard et Solidarité Jeunesse et les missionnaires du Sacré-Cœur, bon, plusieurs, la spirale. Alors vous voyez en bas à gauche, vous avez le puits, de tout ce qu'on voit là, il y a un trou 350 pieds de profond. Alors, on en voit jusqu'à la nappe phréatique. Et là est la pompe qui fonctionne à énergie solaire. Vous avez à droite les panneaux solaires et finalement, à gauche en haut, une partie de l'installation pour l'eau, pour l'irrigation goutte à goutte. Bien, voilà le résultat qu'on a réussi. Vous voyez, les arbres, on est en pleine sécheresse. La sécheresse au Nicaragua est de novembre à mai-juin. Alors ici, on est rendu à peu près au mois de février. Et voilà, grâce à l'irrigation, goutte à goutte, le jardin bio qu'on a eu. Alors, les légumes ont été distribués aux familles les plus pauvres. Les légumes servent aussi quand on donne des cours de nutrition aux enfants. C'est donner le moins possible, mais apprendre, éduquer le plus possible. Bien, alors aussi, cette année, on a travaillé avec la culture, qui est important pour développer la dignité des personnes. Et enfin, bien, la radio, qui actuellement, à cause du confinement,
on devra peut-être se limiter, on ne sait pas trop, à la radio qu'il faut réouvrir parce que par manque de financement et à cause des difficultés, les difficultés politiques. Alors, c'était dangereux de laisser la radio ouverte. Il y a eu 5 radios qui ont été brûlées. Maintenant, c'est plus calme au niveau politique. Alors, on pense reprendre. Bien, je crois qu'avec ça, on pourrait parler avec Robert. Bien. Je tiens à partager, Jacques, avant de commencer les perspectives avec Robert, le commentaire d'Aline dans le chat, qui est très beau et très vrai. Il n'y a pas deux Santiago, c'est un être d'une sensibilité, d'une résilience et d'une implication hors du commun. Donc, Santiago, je vous remercie pour vos nombreuses années passées à vous impliquer. C'est très touchant pour nous d'entendre vos expériences et votre avis à propos de la situation au Nicaragua. Disons que ça fait grandement réfléchir. Sur un ton plus positif, je tiens à dire comme petit fait cocasse à propos de vous, que vous, en fait, pour tous ceux qui ne le savent pas, vous, Santiago, vous êtes au courant, mais vous m'avez baptisé en 1997. C'est probablement à ce moment-là que vous m'avez partagé votre amour pour J.K. Rowling, l'auteur populaire de la série Harry Potter, parce que oui, mon fait cocasse, c'est que j'avoue être une très grande fan de la série d'Harry Potter et aussi de J.K. Rowling, tout comme vous. Donc, j'invite maintenant Robert à prendre la parole pour s'entretenir avec Santiago et nous partager les perspectives futures du centre et du groupe Spiral. Bonjour, je veux d'abord, avant de commencer à poser des questions à Jacques, on va laisser se reposer un petit peu, vous expliquer un peu la situation entre les rapports qui existent en fait entre Spiral, la gestion de Spiral, la gestion du Centre Romero, sur certains éléments. Vous voyez des flèches, là, c'est-à-dire que l'ensemble de la ligne bleue, j'espère qu'elle apparaît bleue chez vous, la campagne du temps-dessous, dont particulier, dont institutionnel, projet subventionné, et l'autre que je ne vois pas, là, malheureusement, attendez un peu, j'ai perdu de vue. Formation et stage, puisque ça, c'est fondamental. Donc, c'est ces éléments-là, effectivement, actuellement, qui nous permettent qui nous ont permis jusqu'à date de donner puis de développer des services améliorés au Centre Romero. Avant d'aller vers les éléments de campagne du temps-dessous, je vais juste faire un point qui me semble important sur le niveau de la question du théâtre forum sur le vivre ensemble. C'est un projet que Spiral a parti il y a environ 2 ans, mais à cause de la COVID, là, ça a été changé. Le théâtre forum sur le vivre ensemble, ça vise en fait à mettre des situations, 3 situations dans lesquelles les jeunes pourront intervenir pour être capables de transformer parce que la présentation du vivre ensemble a effectivement des lacunes. Alors, on joue une pièce sur lesquelles les gens peuvent revenir. Alors, étant donné qu'on ne peut pas la faire dans les écoles, on a pensé à une formule qui s'appelle 2 balados puis une vidéo. Et on est en train de travailler avec des outils, à créer des outils pédagogiques pour être capable de faire en sorte qu'en produisant la vidéo et avec l'outil, les gens vont pouvoir discuter de solidarité internationale, discuter de ce qui se passe dans chacun des milieux au niveau des relations interculturelles. Donc, pour nous autres, c'est un aspect important d'éducation, parce que je pense que ce que Jacques a dit tantôt est central, c'est toute une question d'éducation, mais nous, on ne veut pas aller ailleurs que dans le monde de l'éducation comme tel. Donc, ce théâtre forum-là est chapeauté par Maude Rodrigue, Marie-Ève Bibeau, puis Rose Lisette, qui sont des gens là, dédiés à ça, puis on va probablement être capable de faire quelque chose d'intéressant. L'autre point qui me semble important à vous parler, c'est la question de la campagne du temps-dessous. La campagne du temps-dessous, c'est ce qui sert beaucoup à alimenter ce qu'on appelle le fonds général. Et le fonds général, c'est ce qui donne toute la latitude au centre d'obtenir de l'argent et de le dépenser en fonction des besoins
que le centre vise comme priorité et non pas, ce ne sont pas des argents dédiés comme tels. Alors, ils ont toute liberté de donner ça où ils pensent qui est peut-être le plus pertinent. Même chose pour les dons particuliers qui peuvent aller dans le même sens, c'est-à-dire que ces dons-là peuvent être ou bien envoyés dans le fonds général ou bien dédiés. On verra tantôt à quel poste plus bas. Ensuite, les dons institutionnels sont versés directement sans que nous, on prenne quoi que ce soit, parce que sur les dons particuliers de la campagne du 100 sous, on reprend un 10 pour être capable nous-mêmes de survivre. Là. Et les dons institutionnels, par contre, sont envoyés directement au centre Méro, donc des projets venant des pères missionnaires du Sacré-Cœur, le fonds François Bourgeois de Victoriaville, tous ces gens-là ont été envoyés directement. Pour ce qui est des projets subventionnés, lorsqu'il y en a, ben à ce moment-là, dépendant des rôles que nous avons, à ce moment-là, il y a un partage possible. Et pour ce qui est des formations et stages, nous, on s'occupe de la formation et tout ce qui s'appelle stage revient effectivement au Centre Méro. Donc, à la formation, c'est pour ça qu'il y a une ligne qui relie le théâtre forum à la formation. C'est parce que nous, on forme des gens avant qu'ils partent, pendant qu'ils vont vivre, on fait un suivi, puis à leur retour. Comme on a vu tantôt avec le groupe de Nancy puis de Dani, c'est que la question du retour est tellement importante, en fait, pour tout groupe qui revient, pour savoir, puis même, Roch en a fait ressortir l'importance, c'est que quand les gens reviennent de là, ils sont ou sur le choc ou ils ont la volonté de s'engager à nouveau. Il ne faut pas perdre cette étincelle-là parce que Spirale n'est pas dans les écoles comme peut être les gens qui ont fait des présentations tantôt ou près des écoles. Donc, c'est quand même très important. Finalement, sur la question des stages, notre espoir, effectivement, c'est que la situation, l'ouverture des frontières avec un vaccin ou je ne sais pas trop quoi, ferait en sorte que oui, il faut refaire des stages parce que c'est intéressant, on l'a vu, vous l'avez écouté, de part et d'autre, et c'est un moment important pour être capable, effectivement, d'avoir un rôle, de jouer un rôle, non pas d'aideur ou de sauveur, mais bien de gens qui ont intérêt à regarder ce qui se passe, à devenir des témoins de ça, pour revenir parler aux Québécois de la situation, parce que, comme je vous disais tantôt, si la solidarité internationale est mise à mal, c'est clair que c'est des choses qui vont être comme banalisées. Puis on a vu que dans toutes les images que Santiago a démontrées, que les besoins sont là, les défis sont grands. Donc là, ce que j'aimerais d'abord, après avoir dit ça, étant donné que nous, on va mettre beaucoup l'accent sur les stages concernant les personnes adultes, un peu comme ce qui se passe avec le groupe de Denis et de Nancy, ben, on pense effectivement à court terme, lorsque la situation s'améliorera, partir des groupes pour marcher le Nicaragua, comprendre le Nicaragua. Donc ça, il y a des gens, je pense, à l'écoute qui l'ont déjà marché, le Nicaragua, qui ont bien vu effectivement la capacité de ce peuple, sa couleur, comme Santiago faisait ressortir tantôt, c'est vrai que c'est coloré. Donc, nous, on va mettre l'accent là-dessus, puis on va essayer de trouver aussi des bénévoles pour nous ramener dans la réalité des écoles avec des cours qui préparaient les gens, au moins une réflexion sur la question de la solidarité internationale, parce qu'on a un cours englobant sur ce sujet-là. Donc, ma première question, Jacques, si tu me permets, c'est concernant l'hôtel et la cuisine. Est-ce que tu as l'impression, parce que quand on voit les photos de ça, moi, je suis allé 3-4 fois au Nicaragua, puis les travaux n'étaient pas commencés ou étaient à peine commencés. C'est quand même, quelqu'un l'a dit tantôt, c'est quand même, on tombe dans un niveau assez professionnel, pour le moins, dans les installations. Puis, est-ce qu'il y a encore des améliorations à apporter, selon toi? Ton micro, Jacques. C'est bon. Bien. Oui, on veut continuer à améliorer,
parce que les chambres, par exemple, ça doit constamment, les salles de bain et les toilettes ont toujours besoin de, de réparation, je dirais. Et une autre chose on voulait installer aussi à l'hôtel, on voulait installer l'énergie solaire parce qu'on veut que le centre communautaire avec l'hôtel soit un exemple. On peut bien parler que pour le futur, c'est important. L'énergie solaire, par exemple, alors il faut le développer. Alors, mais pour l'instant, alors comme disait Annie, on peut recevoir les groupes, le niveau le niveau est bien pour recevoir les groupes de Québécois. Mais alors, on veut toujours l'améliorer dans le sens de l'éducation aussi. Là. Alors, on ne travaille pas uniquement, l'hôtel n'est pas uniquement en fonction des Québécois, il est aussi en fonction des Nicaraguayens avec la cuisine. Les cours de cuisine qu'on donne là, alors, sont importants pour nous. Quand on regarde aussi, on remarque que les photos des danseuses aux robes très amples vont faire le tour du monde là, parce que c'est vraiment magnifique d'un côté. Mais ce qu'on peut voir effectivement, c'est qu'il y a autant de jeunes qui ont du plaisir, spécialement un effort, puis d'autres jeunes qui ont l'air à s'engager beaucoup au plan de l'écologie ou en tout cas des questions d'environnement. C'est toujours le cas? Oui, alors actuellement, à cause de la pandémie, alors on n'a pas osé réunir des groupes. Alors là, on est en décide là, de comment est-ce qu'on va faire. Alors, il y a le groupe les majordomes de la Terre, qui sont des groupes écologiques, mais il y a aussi notre décision, c'est que les groupes de folklore font aussi de l'écologie, alors de la formation pour connaître la situation écologique et l'engagement aussi. Okay. Mais actuellement, on est en attente parce que la pandémie est là et on ne sait pas si ouvrir ou ne pas ouvrir. OK. Puis, est-ce que la complicité avec les écoles, certaines écoles s'améliore ou bien si c'est toujours assez tendu suite à ce qui s'est passé depuis 2018, là, où il y a eu des prises de bec un peu? Est-ce que ça s'améliore, tu penses? Pour l'instant, c'est au neutre. OK. Parce que la situation politique, le gouvernement organise des férias ou des fêtes. Puis, alors plusieurs disent que ce n'est pas correct. Alors, les écoles sont utilisées par le gouvernement dans ça. Alors, on a mieux attendre à ce niveau-là. Là. OK. OK. C'est la même photo que tantôt parce que je trouvais que c'était la plus on avait l'impression de se retrouver dans une radio. Mais c'est quoi en fait? Tu disais tantôt que la radio, bon, le gouvernement a l'œil dessus. Il y a eu quand même quelques groupes là, qui ont financé dans l'esprit de la relance de la radio. Est-ce que d'après toi, c'est des choses qui vont se placer bientôt, ça? Est-ce que la radio va pouvoir fonctionner à 100% assez rapidement? Oui, oui, actuellement, parce que là, est rentré suffisamment d'argent pour être capable de, de réparer tout le système des panneaux solaires avec les batteries. Alors, c'est que il fallait renouveler tout le stock de batteries. Okay. Alors, ça, c'est possible et on veut le faire avant parce que l'électricité coûte très cher.
et avec le système des panneaux solaires et les batteries, alors on diminue de moitié la facture électrique. Mais je crois aussi que l'équipe, je n'ai pas rêvé ça, que l'équipe de Yesenia travaille déjà quand même sur des émissions, puis il y a des choses qui sont produites en parallèle, qui seront prêtes à être diffusées éventuellement assez rapidement. Oui, exactement. Alors actuellement, ils sont en train de travailler, de produire, d'enregistrer, d'être prêts quand on va commencer. Là. OK. Il y a deux choses aussi que j'aimerais qu'on discute. C'est l'importance d'une cantine pour enfants, d'un comédien infantile, puis aussi ce qu'a présenté tantôt Annie et Nancy, à savoir que si effectivement il y a un comédien qui est en place, puis qu'il y a des stagiaires adultes qui viennent, il y a comme une connexion relativement facile à faire entre le fait que ces enfants-là, bon, ils vont avoir à se nourrir, mais en même temps, ils ont, comme on voit actuellement sur la photo, là, ils sont en train de jouer, ils sont animés par des gens de Victoriaville. Donc, on dirait qu'il y aurait une connexion, vue comme ça, d'ici, on dirait qu'il y a une connexion à faire magnifique entre des enfants qui ont des besoins de nourriture, puis qui ont besoin aussi d'imaginaire, comme tu disais tantôt, développer leur imaginaire. Alors, je ne vais pas répondre à tes questions, mais... Oui, quand on organise avec des groupes de Victo, par exemple, des campements d'un jour, alors là, il est inclus la nourriture. Et comme il y a des gens qui me posaient des questions des fois, ils disent, oh, ben là, on pourrait leur donner une nourriture pas chère parce que bon, c'est un campement d'un jour, etc. Mais là, je dirais que c'est l'inverse. Là-bas, quand les gens se réunissent, par exemple, pour un campement ou pour une formation, alors c'est bien qu'on donne du poulet, par exemple, qu'on donne quelque chose, une nourriture, protéines. Oui, qui soit nourrissante parce que chez eux, alors ils l'ont pas. Alors s'ils ont rien que du riz, puis moi, je fais un camp d'un jour, puis je leur donne du riz parce que c'est moins cher. Alors, ça aide pas du tout. Est-ce que tu penses, toi, qu'à terme, si effectivement, mettons, le Comédor ou encore les ateliers qui viennent permettent à ces enfants-là, effectivement, d'avoir un lunch tout en apprenant des choses, penses-tu que c'est la voie de l'avenir, ça, pour les personnes adultes qui viennent, par exemple, au centre? C'est qu'on avait parlé avec le groupe de Sainte-Marie, l'école Vision, puis elle nous est arrivée avec ça, que oui, c'est vrai, les parents ont des dons, des façons de faire, puis effectivement, ça pourrait être utile, mettons, aux enfants. Regarde, je charrie, mettons, un magicien, quelqu'un qui fait de la magie, qui arrive, qui fait un atelier de magie avec les enfants. Alors, c'est une perspective qui, mettons, enthousiaste au Centre Méro, que des gens viennent comme ça avec un certain savoir, sans imposer rien, mais en étant animateur d'un atelier. Penses-tu que c'est une voie d'avenir? Oui, je crois que c'est l'idéal. Parce que si les gens viennent, puis ils construisent une aile d'une école, par exemple, ils construisent une partie de la maison. Alors, c'est toutes des choses que les gens peuvent faire là-bas. Oui. Alors, tandis que tout ce qui est éducation, alors c'est toujours un plus. Alors, le groupe vient avec des choses d'animation et c'est toujours un plus parce que c'est de la formation. Oui. Puis en même temps, ce serait formation-collation. Oui, puis il y a non, c'est parce que pour être pragmatique, là, je trouve que c'est un bon deal que de travailler dans cette perspective-là, à savoir que les enfants vont être nourris dans une journée en espérant qu'ils vont être tous les jours, dans certaines mesures, en tout cas pour cette activité-là.
Et là, toute la journée, ils vont apprendre des choses, ils vont avoir une autre collation. Puis, pour l'avoir vécu, puis les autres qui ont déjà fait le Nicaragua, on ne peut pas sortir de là indemne. Ça, c'est clair. D'avoir été en contact avec les enfants, de voir comment ils sont. Le fait même que c'est plus facile quasiment de parler avec eux parce que leur espagnol, personnellement, me semble plus compréhensible parce qu'ils ne parlent pas nécessairement très vite. Là, peu importe. En tout cas, c'est une belle avenue, je pense qu'on doit conserver. Puis, grâce, je pense, à ce que le groupe de Victoriaville a développé, je pense que c'est à suivre. Puis, je pense que c'est un beau modèle intéressant. Pour ce qui est de la ferme-école, tu en parlais tantôt. D'après toi, est-ce que l'infrastructure de base là, pour, non pas une production industrielle, mais une production pour venir en aide aux familles, comme tu disais, là, mais là, est-ce qu'on a atteint à la ferme un degré de professionnalisme assez élevé? Et qu'est-ce que ça prendrait pour le maintenir comme ça? Là, parce que ça peut... Voilà. Oui, alors le problème là-bas, c'est qu'on n'est pas capable de payer quelqu'un qui s'est spécialisé, par exemple, en agriculture biologique. Alors, c'est un ingénieur qui est allé à l'université, puis alors on n'est pas capable de le payer d'une façon continue. Alors là, on a des gens qui viennent puis qui apprennent et puis qui donnent, qui font un travail bien, mais alors c'est la continuité. La continuité. La continuité qu'on n'a pas parce qu'on n'est pas capable de payer quelqu'un, comment-tu? OK, puis on est dans quelle, je sais pas moi, quelle hauteur, ça, c'est supposé. Pour avoir quelqu'un à temps plein là-bas qui pourrait faire ça, ça pourrait toucher combien comment ça peut coûter, ça? À peu près 500 $ par mois. Là. 500 $ par mois? Oui. Ouais. Ouais, c'est pas un... Ça me semble être un élément important, étant donné qu'on pourrait dire que toute l'infrastructure est bien arrivée. Là. Oui, Puis en oui. plus, parce que la façon dont on perçoit, en tout cas, Spiral perçoit la ferme-école, c'est tous les effets positifs que ça a chez les enfants, éventuellement dans les écoles, parce que comme on voit les enfants qui sont en train de s'amuser, à planter, parce que c'est beau planter, mais il faut que tu t'en occupes. Il y a tout. Ce qui est intéressant avec la ferme, c'est si elle est capable de jouer un rôle éducatif qui rend qui envisage, en tout cas d'une façon pérenne, tout ce qui peut se développer en bio-intensif ou en permaculture. Ça passe nécessairement par des enfants, à mon avis. Là. Oui, oui, oui. Tu sais? Oui, parce qu'avec avec les adultes qui ont leur coutume, c'est très difficile de changer ça. Oui. Ah oui. C'est sûr. On est rendu au dernier point. On parle beaucoup de la nécessité d'une clinique populaire à moyen terme. On sait qu'il y a eu d'année en année des stagiaires, entre autres du Cégep de Sainte-Foy. Il y a 2 ans, je pense que c'est le dernier qui est arrivé parce que on est arrivé de 2018. Là. Mais on voit vraiment l'importance de ce défi-là là, pour la population, mais pas juste la population d'animés, mais pour l'ensemble. Et étant donné que, entre autres, ici au Québec, la Fédération interprofessionnelle a déjà fourni de l'argent pour amener une éducation en termes de saines habitudes de vie, saine alimentation. La venue aussi d'infirmières, d'étudiantes d'infirmières, en tout cas du Cégep de Sainte-Foy ou d'autres ailleurs, ça fait en sorte de soulever le vrai problème. C'est-à-dire que les besoins, ils sont réels.
Oui, oui, oui. Surtout actuellement après la dépression économique. Alors les gens mangent mal, les gens mangent pas sainement. Ils Hmm. mangent, ils mangent trop peu et trop mal. Alors, ça a des conséquences sur la santé et aussi bien, la pandémie, bien sûr. Euh, on ne sait pas exactement au Nicaragua qui n'a pas eu la pandémie, mais on sait qu'il y en a là. Il y a un observatoire qui dit qu'il y a eu au-delà de 7 ou 8 000 cas, et puis le gouvernement dit que ça se limite à 1000. Alors on ne sait pas là. On allait dire que c'est vague. Ni vague 1, ni vague 2, mais c'est vague. Oui, oui. C'est ça. Ouais. Écoute, moi, en tout cas, ce qu'on a pu voir, que suite d'ailleurs à la vidéo qu'avait fait Georges Rousseau à l'époque, là, et on pouvait voir effectivement que ces besoins-là sont constants, puis que c'est important d'avoir aussi un accès à des coûts les plus bas possibles pour être capable d'être soigné, là. Ah, oui, ça c'est évident. Mais notre problème actuellement, c'est d'avoir là-bas une équipe. Alors on a essayé avec Caritas qui puisse payer une partie de l'équipe avec les médicaments. Et puis, alors tu vois, celui qui est en charge du projet est mort du virus. Et puis tout est tombé à l'eau. Alors, c'est comment tu nous réinstaller avec une équipe là. C'est ce qu'on Ouais, est en train de faire. OK. Mais là, je pense que comme on peut voir, c'est un moyen terme. Je pense que pour les gens qui nous écoutent, là, il n'en demeure pas moins que, j'allais dire, y a-t-il un médecin dans la salle, mais, ou des infirmières, parce qu'effectivement, si on pouvait approcher euh, les organisations en santé aussi au Québec pour leur démontrer ce besoin-là, malgré qu'ils vont probablement nous répondre qu'il y en a dans le monde infiniment, là. Il y en demeure pas moins que c'est un projet qui est pour nous, Spiral, puis probablement et sûrement pour le Centre Romero, quelque chose qu'il faut absolument arriver à bâtir. Ce qu'il faudrait probablement, c'est ça, c'est une étude de faisabilité, qu'est-ce qu'il y a des choses, de quoi on a besoin, un médecin, une infirmière, etc., là, pour voir un peu comment ça peut coûter, puis se faire un montage, un plan d'affaires pour être capable de présenter éventuellement ce projet ambitieux-là. Là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. Alors, c'est le prochain travail à faire. Là. Ouais, OK. Bon, as-tu une conclusion là-dessus, en termes de perspective, toi, Jean? Ah bien, alors, je veux dire, conclusion, remercier tous ceux qui ont été là et de dire que on essaie de ramasser le plus possible nos énergies pour avoir un travail qui soit bénéfique à moyen terme et à long terme. Alors, c'est pour ça qu'on est dans le sens de l'éducation, la formation, la sensibilisation. Et là-dedans, bien, comme on disait, une solidarité à deux roues, votre solidarité partage est importante. Là. Pour ce qui est de terminer par rapport à Spiral, si on veut, nous, qu'effectivement, lorsque les conditions le permettront, repartir des stages, si on veut que le projet théâtre forum fonctionne, on aura aussi besoin de personnes qui s'engagent dans Spiral. Là, actuellement, notre CA est formé de 4 personnes. On s'entend super bien.
c'est une belle petite foire intéressante. Mais on aimerait bien élargir notre possibilité d'engagement venant de d'autres personnes. Ça peut se faire sur la base en participant au CA, mais aussi dans différents comités qu'on mettra sur pied pour faire suite là, à ce qui a été présenté concernant aussi bien le Comedor que la ferme, que la clinique, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de boulot sur la planche. Il y a beaucoup de solidarité à redéfinir. Mais moi, honnêtement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en entendant tantôt les précieux témoignages de Roch et de Annie et de Nancy, ben, je trouve qu'une expérience au Nicaragua, ça déculotte. C'est intéressant parce que ça vient frapper certaines valeurs ou éléments qu'on pensait qui étaient vrais, mais qui sont ramenés à la juste réalité. Et ça permet aussi, surtout, pour l'avoir vécu 3 fois, des rencontres avec les gens, les Québécois avec lesquels on va là-bas. Parce que là, c'est comme on le disait, on se retrouve sur le toit, on jase, on se retrouve dans la cuisine, on jase. Nous, dans les autobus, on jasait aussi, où ça chantait d'un bord et de l'autre, mais c'était un feu continu là, d'échanges, mais dans le fond, ce que je retiens, puis c'était dit par Annie tantôt très clairement, on était là pour être témoins, on était là non pas pour faire pour eux, mais on était là pour animer des choses, apporter certaines choses qu'ils n'ont pas, etc., mais jamais faire pour eux. Je pense que c'est la plus belle des positions à avoir. Donc là-dessus, je remets le micro à Anne-Rebecca et je vous remercie de nous avoir écoutés en espérant que ça vous a situé un peu les enjeux, les défis pour les années à venir. Merci à vous deux pour les perspectives. Il y a de super commentaires dans la boîte de chat qui supportent ce que vous venez tout juste de dire, Robert. Je prends le temps d'en partager quelques-uns parce que c'est très touchant. En commençant par celui d'Anne. Elle dit « J'ai fait un stage avec un groupe de jeunes en 1999. Ça fait déjà 21 ans. Ça me fait vraiment plaisir de voir comment ça va de l'avant. Très heureuse aussi de voir Santiago. Vous êtes un éveilleur de conscience et un grand visionnaire. Merci pour cette rencontre virtuelle. Je continue avec la campagne du 30 sous depuis toutes ces années et je prie pour vous. Peut-être un jour, on organisera un groupe d'adultes avec Spiritour. Je suis à votre disposition si besoin. Bravo pour tout ce que vous faites. Bon courage pour la suite. On a aussi ce partage de la part de Sergio. Bravo à tous et toutes pour votre constance, votre fidélité et votre détermination. Personnellement, je suis impliquée avec 3 organisations communautaires au Québec à partir d'une approche que l'on appelle projet de vie et développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. En toute cohérence, je continue d'appuyer, surtout financièrement maintenant, le Centre Romero, qui travaille avec les jeunes et les familles des alternatives de vie et le développement du potentiel des gens individuellement et collectivement. Je vous laisse en réaffirmant le bon vieux slogan, plus que jamais actuel, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Bonne continuation à chacune et chacun de vous. Un autre participant nous partage ceci. Il y a des réalités qui nous frappent et qui nous amènent à revoir nos valeurs. Merci pour cette présentation pleine de senti. Pascal qui dit « C'est en effet une présentation qui nous ouvre les yeux sur le monde. Merci pour votre encouragement. » Et finalement, Denise qui ajoute « Témoignage émouvant. Merci et félicitations. » Donc, c'est ce qui conclut la première partie du brunch virtuel de financement. Un très gros merci à tous d'avoir participé. Nous savons que c'est pas optimal de faire cette rencontre à distance et nous aurions grandement préféré être en votre compagnie aujourd'hui, mais nous